une personnalité acceptée par la société civile. Je crois que pour le moment, le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi ne dispose pas d'une réelle marge de manœuvre. Il ne peut qu'arbitrer des conflits entre les différentes factions et les différents partis politiques qui se disputent l'arène officielle. Il n'est pas en mesure de monopoliser la violence. Il n'est pas en mesure de s'imposer en tant que véritable commandant en chef des forces armées, ce qu'il est constitutionnellement, mais dans la réalité, il ne peut pas donner des ordres aux milices qui ne lui obéissent pas. Et l'ironie vient du fait que ces milices, elles sont intégrées dans l'appareil d'État. Elles touchent un budget, leur budget vient du budget de l'État. Elles sont censées être, elles sont censées seconder les forces armées régulières, mais elles se présentent comme une véritable armée qui n'obéit qu'à ses propres chefs, lesquels sont en étroite symbiose avec les gardiens de la Révolution et avec l'Iran. On pourra revenir sur les différences entre les milices et surtout, c'est-à-dire que c'est une constellation, et dans cette constellation de milices, il y a celles qui sont en symbiose totale avec les gardiens de la Révolution, celles dont l'Iran se sert comme bras armé, non seulement en Irak, mais dans la région. On a vu, par exemple, les milices les Kata'ib Hezbollah al-Iraq, sont une milice extrêmement bien structurée, très idéologisée, et qui obéit à l'Iran et qui, en même temps, est capable de frapper à coups de drones ou de tirs de missiles des installations pétrolières en Arabie Saoudite, voire ou même la capitale, Riyad, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Je dirais que le Hirak a souffert de ces tensions irano-américaines sur le terrain irakien. L'assassinat de Qasem Soleimani et de son adversaire Abu Mahdi al-Mohanna a porté un coup au Hirak, dans la mesure où les milices se sont servies de cette attaque américaine pour discréditer les Hirakis, pour discréditer les manifestants et les traiter d'agents à la solde de l'ambassade des États-Unis. Voilà le bilan très maigre de ce Hirak et un peu à grands traits un pays politique qui reste bloqué. S'il y a un aspect positif de ce Hirak, c'est qu'on transcende aujourd'hui les divisions confessionnelles. La société irakienne n'est plus aussi confessionnalisée qu'elle l'était au début des années 2000 ou à la sortie du régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, le confessionnalisme, il subsiste uniquement politiquement. C'est un confessionnalisme politique, ce n'est pas un confessionnalisme sociétal, même si la participation sunnite au Hirak a été très mince. Je dirais que le monde sunnite aujourd'hui est spectateur. Les provinces sunnites, les gouvernorats sunnites regardent ce Hirak, ils partagent ces revendications. En revanche, ils sont, je dirais, exténués, ils sont épuisés, ils sortent meurtris de la guerre contre Daesh et ne peuvent plus se permettre en fait de descendre dans l'espace public pour réclamer quoi que ce soit. De leur côté, les Kurdes, ils sont empêtrés dans des problématiques qui sont je dirais qui leur sont spécifiques. Il y a le problème du PKK d'un côté, le problème de la frontière irako-syrienne, et il y a surtout une grogne sociale, un mécontentement contre l'emprise, la domination totalitaire des deux partis kurdes qui sont au pouvoir depuis le début des années 90 et qui gouvernent cette entité fédérée qu'on appelle le Kurdistan irakien. Merci beaucoup. Merci, Laura. Nous reviendrons sur des questions plus de détail et je vais passer la parole à Ziad pour la situation au Liban où le blocage semble encore plus verrouillé. Le pays semble encore plus verrouillé avec sa crise économique, financière qui dépasse tout ce qui est imaginable. Et la résilience exceptionnelle aussi de cette classe politique libanaise. À toi, Ziad. Merci Farou, bonsoir à tout le monde. Je vais donc essayer en 3 moments de faire le bilan de la situation actuelle tout en tentant de répondre à la question du rôle iranien et de l'après-Biden ou
du mandat de Biden si jamais quelques changements peuvent arriver. Alors, par rapport à la situation, comme Lolo a très bien décrit le contexte irakien dans lequel s'est développée la révolte ou la révolution irakienne, c'était à peu près au même moment au Liban, en octobre 2019, que des centaines de milliers de gens ont commencé à descendre dans les rues pour à la fois réclamer la fin d'un système qui a gaspillé des milliards de dollars, qui a humilié les gens, qui est là depuis des décennies, une classe politique qui ne se renouvelle pas, et un clientélisme confessionnel rampant toujours, avec évidemment une crise financière et économique terrible. Ce mouvement a connu un certain succès au début. Il y a eu toute l'euphorie des révolutions. Les slogans étaient différents, par contre, de ce qu'on pouvait peut-être entendre dans le reste de la région, s'agissant de la spécificité de la classe politique libanaise. Par exemple, Kullon yani Kullon, ou bien tous, ça veut dire tous, pour ne pas exclure un camp et pour surtout dépasser les clivages hérités de 2005, c'est-à-dire les deux camps 14 et 8 mars, avec une nouvelle génération qui a dépassé ce clivage depuis longtemps, puisque de toute façon, ils étaient juste des enfants quand le pays était divisé suite à l'assassinat de Hariri. Donc, une dynamique, une énergie, des slogans, beaucoup de présence de jeunes femmes et de moins jeunes, avec une volonté non seulement d'un changement politique, mais même d'un changement sociétal qui va au-delà des communautés et du système communautaire, qui n'est pas seulement politique, mais qui est également de l'ordre de tout ce qui est statut personnel, mariage, divorce, droits des femmes. La femme libanaise ne donne pas la nationalité. Donc, il y avait énormément de revendications. Et il y a aussi des revendications économiques, car le pays est depuis des années en crise. Cette crise s'articule autour du système bancaire, puisque ce sont les banques qui ont joué un rôle très important durant les dernières années. Le pays est très endetté. Il y a à peu près 92 milliards de dollars de dette. Ça fait plus de 160-170% du PIB. Il y a également des budgets de l'État qui sont en partie destinés au service de la dette. Il y a un secteur public, vu le clientélisme, qui continue à se nourrir et à gaspiller de l'argent. Et puis, il y a le fameux ministère de l'énergie, ou tout ce secteur de l'énergie, qui, depuis des années et des années, dépense aussi des milliards de dollars sans trouver une solution. Et durant le soulèvement, les banques ont presque fermé leurs portes, donc 50% des Libanais qui ont des comptes bancaires, parce que 50% de Libanais n'ont pas de compte bancaire, ces 50% vont commencer à négocier le sauvetage d'une partie de leur argent. On sait que déjà certains qui avaient des pistons ou qui étaient connectés soit à la classe politique, soit parmi les banquiers eux-mêmes, ont réussi à faire sortir du pays quelques milliards de dollars. On sait aussi que 1% des personnes qui ont des comptes bancaires détiennent à peu près 50% de ce qu'il y a dans des banques. Et puis la dévaluation de la livre libanaise, officiellement c'est 1500 livres libanaises pour $1. Le marché parallèle aujourd'hui, ça peut arriver jusqu'à 8000, 9000 livres libanaises. Puis il y a un autre prix que les banques ont elles-mêmes établi, celui de 2700 à 3000. Il y a parfois des négociations. Donc, une faillite du système ou disons des gens qui avaient de l'argent dans les banques, une dévaluation de la livre, une inflation, un taux de chômage qui ne cesse d'augmenter et donc une pauvreté qui ne cesse d'élargir. Tout cela a affaibli considérablement le soulèvement, mais le soulèvement a été également affaibli par la contre-révolution qu'a menée Hezbollah, seul parti du pouvoir toujours structuré et capable de défendre le système pour ses propres raisons, qui ne sont pas toujours les raisons des autres partis qui font partie de ce système, mais le Hezbollah a réussi dans un sens à mener une contre-révolution
Puis il y a eu la pandémie et puis il y a eu les confinements et on voit aujourd'hui les conséquences d'un confinement à Tripoli par exemple où le taux de chômage et la pauvreté sont très importants dans la ville la plus pauvre du pays et qui compte 2 milliardaires et quelques autres très importantes fortunes. La répression aussi des forces de l'ordre a été importante cette fois, contrairement à d'autres contextes et à d'autres moments dans l'histoire contemporaine du pays, ce qui était inquiétant pour beaucoup par rapport à l'usage de force, par rapport aux tirs sur des manifestants. Il y a eu bien sûr la terrible explosion du port de Beyrouth qui a ravagé certains quartiers, qui a tué plus de 200 personnes, blessé des milliers et qui a mené un désespoir chez une partie de la population, d'où aussi le mouvement de départ important qu'on a observé les derniers mois. En plus de cela, le mouvement n'a pas réussi ou n'a pas voulu à créer une plateforme de coordination capable d'articuler les différentes demandes, revendications, de créer un projet politique. Il y a des tentatives, il y a des initiatives, il y a des groupes qui se constituent. On voit au niveau estudiantin que le mouvement des clubs laïcs et de MADA, une alliance d'étudiants de gauche laïque a pu s'imposer dans plusieurs universités privées. Il y a eu également au niveau des syndicats et du barreau de Beyrouth des élections qui ont montré une volonté de changer et d'amener des candidats indépendants. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une plateforme politique ou une alliance politique capable de fédérer tous les efforts face à un pouvoir que vous avez bien qualifié, Farou, en parlant de résilience. C'est une classe politique résiliente. Elle est depuis des décennies, elle arrive à gérer à la fois le clientélisme, une partie gère l'économie, une autre gère les relations, puis il y a Hezbollah qui impose les choix au niveau stratégique et au niveau de la politique régionale, plus il reste armé. Donc c'est une classe qui peut se défendre et qui a toujours des marges de manœuvre au niveau de sa défense en utilisant pas nécessairement le confessionnalisme, parce que parfois ça ne marche pas, mais en utilisant aussi les menaces, les privilèges et la capacité de distribuer de temps en temps ce qui reste de l'argent et des services dans le pays. Là, l'initiative française, on l'a décrit et on l'a analysée à plusieurs reprises. Elle était à la fois, je ne vais pas dire naïve, mais presque. Macron a pensé qu'au moment où les États-Unis rentrent en phase électorale, au moment où l'Iran est également en attente, dans ce temps mort-là, il peut jouer un rôle pour imposer la formation d'un gouvernement, puisque le gouvernement en place a démissionné. Le deuxième gouvernement a démissionné également après l'explosion du port de Beyrouth, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi. Et cela, à mon avis, révèle, disons, une crise existentielle du système qui va au-delà de ce moment précis. Le système politique libanais ne fonctionne plus, n'arrive plus ni à respecter les échéances électorales, ni à avoir un président de la République au moment où les élections doivent se tenir, ni à former des gouvernements. C'est un système qu'on appelle consociatif, qui est arrivé, qui agonise, disons. Ce système-là, qui en principe est un système de partage de pouvoir entre les représentants des communautés, a été affaibli par plusieurs phénomènes. À la fois le phénomène de la monopolisation du champ politique ou de la monopolisation de la représentation politique de chaque communauté. Quand il a été mis en place ce système en 1926 et jusqu'à la fin des années 60, il n'y avait pas au niveau des communautés une seule formation qui représentait toute la communauté au niveau du Parlement, du gouvernement, de l'administration, des partages de biens de l'État. Mais à partir de la guerre civile, au début chez les chrétiens avec la montée de Bachir Gemayel, et puis après la guerre avec Michel Aoun,
même s'il y a également Jarjar et d'autres forces, mais il y a eu une certaine monopolisation. C'était la même chose avec la communauté sunnite dans l'après-guerre, avec le phénomène Hariri qui, pour la première fois, a réussi à réunir une majorité des sunnites autour de son leadership. C'est la même chose avec les chiites, au début avec le mouvement Amal, puis avec Hezbollah. Et évidemment, il y a eu un rôle du régime syrien dans tout cela. Et donc, à chaque fois qu'il y a des disputes et des confrontations politiques, ça se transforme en blocage et le système est devenu un système de blocage, ce que les partis libanais appellent le système de veto. Donc, on arrive à bloquer les institutions à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec une décision qui peut être prise. Le pays n'a pas connu des élections présidentielles normales, entre guillemets, depuis 1988. Ce n'est pas récent. En 88, la fin du mandat de Amin Jmaïel, il y a eu 2 gouvernements sans président, puis un président élu assassiné quelques jours après, un autre président élu. La Constitution va être modifiée 6 ans plus tard pour lui permettre de rester au pouvoir 3 ans, puis la Constitution modifiée pour permettre à un chef de l'armée de devenir président, puis il y avait eu la terrible période de 2004 avec 3 ans de plus à Émile Lahoud, puis la Constitution de nouveau modifiée en 2008, et finalement un vide pendant quelques années avant l'élection de Michel Aoun. Donc, c'est une crise cyclique. Tous les gouvernements n'ont pas pu être formés d'une manière constitutionnelle et rapide. Ça a toujours été soit des interventions saoudiennes, iraniennes, américaines, françaises, soit comme aujourd'hui, on est sans gouvernement, ça prend du temps, les partis politiques veulent à tout prix préserver certains ministères. Aujourd'hui, les chiites veulent le ministère des Finances, par exemple, pour des raisons propres aux banques et aux capitaux dans les banques d'une partie probablement de la diaspora libanaise qui se trouve en Afrique. D'autres veulent le ministère de l'Énergie parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Ceux qui veulent le ministère de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères. Donc, les représentants des communautés essayent à tout prix d'imposer leur choix. Et si cela ne marche pas, ils bloquent en utilisant la rigidité du système et le fait qu'il donne à le tiers plus 1 la capacité, parfois, pas dans toutes les conditions, de paralyser le pays. Donc, on est dans une situation d'agonie d'un système, mais en même temps, sa force, c'est qu'il est très difficile de le dépasser parce qu'il met des conditions à son dépassement. Et la classe politique reste résiliente car elle tient à la fois le pouvoir politique, un certain pouvoir financier, un pouvoir militaire, et tout cela soutenu par un parti, Hezbollah, qui impose ses choix, ou du moins qui impose un statu quo en attendant les changements au niveau de la région et au niveau du monde. Et cela m'amène peut-être à la deuxième partie, celle de quel scénario aujourd'hui ou comment peut-être les choses vont évoluer. Alors, il est très difficile encore de savoir quelles sont toutes les priorités de l'administration Biden. Il est clair qu'avec l'Iran, il va y avoir des tentatives de négociation. Les Iraniens attendent cela. Sauf que cette fois, il est difficile d'imaginer des négociations avec les Iraniens qui se contentent du dossier nucléaire. Il va y avoir évidemment le dossier des missiles balistiques, mais il va y avoir aussi le dossier ou toute la question de la politique régionale de l'Iran, qu'elle soit une politique qui s'impose en Irak, en Syrie ou au Liban, voire au Yémen. Donc, ces questions-là sont des questions qui vont prendre énormément de temps. Les Iraniens ne vont pas céder facilement. Je pense qu'ils ne vont même pas céder s'ils ont le choix. Ils vont avoir leurs propres élections dans quelques mois aussi. Et donc, le Liban, en attendant, va rester dans un statu quo. Ce statu quo-là est préféré par Hezbollah plutôt que d'avoir un gouvernement qui ne lui plaît pas ou bien qui ne respecte pas ses priorités, sachant que tout gouvernement aujourd'hui
doit impérativement négocier avec les instances internationales pour un plan de sauvetage économique et financier. Et donc, cela va échapper au contrôle du parti chiite et de son sponsor iranien. Ça va rentrer dans des cadres parfois prédéterminés par la Banque mondiale ou le FMI. Il y a la condition préalable qui est celle de contrôler les frontières. Il y a toute la question du trafic vers la Syrie. Il y a la question aussi du audit de la Banque centrale. Donc, il y a plusieurs dossiers qui font que disons, Hezbollah d'un côté, mais aussi certains de ses adversaires préfèrent attendre encore et voir dans quelle direction peuvent aller les négociations entre les Américains et les Iraniens, ou du moins former peut-être un gouvernement, mais sans vraiment avoir la capacité de travailler sur différents dossiers, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de négociations, où il n'y a pas eu des initiatives pour permettre à la société libanaise de former un gouvernement de transition. Il n'y a pas eu suffisamment de pression sur les politiques libanais de la part de la France ou d'autres acteurs pour abandonner le pouvoir. Et évidemment, eux, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas céder tous les privilèges acquis pendant de longues décennies. Et donc, on est dans un cercle vicieux à ce niveau-là. On évoque parfois les élections parlementaires anticipées, mais cela n'est plus possible de toute façon. Et si jamais élection il y a, sans changement de la loi électorale, sans l'âge de vote de 18 ans, sans un découpage électoral différent, sans énormément de mécanismes, on risque d'avoir de résultats aussi mauvais que les résultats l'ont été dans le passé. Il peut y avoir peut-être après d'autres scénarios qui sont plus tragiques, genre la réalité des choses sur le terrain peuvent créer une fragmentation territoriale. Je ne parle pas ni du fédéralisme, ni d'une division, évidemment, du pays, mais de plus en plus l'absence d'un État central et de plus en plus la montée en force des puissances locales. Déjà, c'est le cas dans le sud, dans certaines régions de la Bekaa, ça peut l'être aussi ailleurs. Et puis, il y a Tripoli, et ce qui se passe à Tripoli, il y a un soulèvement aujourd'hui, une colère dans la ville, à cause de la pauvreté, à cause du chômage, à cause du confinement, du fait que les gens gagnent leur vie d'un travail journalier qu'ils ne peuvent plus exercer. De toute façon, même quand ils travaillent, ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Donc, cela les a poussés vers la rue, et la répression de l'armée, avec un certain cliché et des stéréotypes autour de la ville de Tripoli qui permettent aux forces de sécurité d'être parfois encore plus violents au sein de cette ville qu'ailleurs dans le pays. Tout cela peut compliquer la donne, et des mouvements de solidarité avec Tripoli sont attendus. Donc le Liban rentre dans une conclut là avec ce troisième moment d'attente, disons. C'est une phase d'attente qui se prolonge, mais qui peut se prolonger avec plus de détresse économique et sociale, avec les conséquences aussi du Covid, parce que la crise sanitaire est terrible, avec de moins en moins de produits importés. 81% de ce qu'on consommait au Liban, ce sont des importations. Aujourd'hui, avec le prix du dollar d'un côté, avec l'explosion au port de l'autre, cela va être de plus en plus difficile. Et évidemment, la crise mondiale, à cause de la pandémie, ne va pas faciliter les choses. Donc, c'est plus ou moins une situation qui ne se développe pas dans le bon sens, même s'il y a encore des initiatives et encore une énergie chez certains groupes pour essayer de se projeter directement sur la scène publique dès qu'on sort de la crise sanitaire actuelle, mais dans des conditions qui vont être probablement plus difficiles qu'avant. Merci beaucoup, Ziad. Merci beaucoup. Cher Rabia, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as reçu des questions de la part des participants? En fait, j'en ai une. Je n'ai pas compris si c'était une question ou un commentaire par rapport à la famille Jean Bolat, qui est comment dire, leader de la communauté druze depuis 60 ans. Donc, oui, tout à fait. part J'ai parlé de la monopolisation
de la représentation des communautés. Évidemment, si on parle du côté de la communauté druze, il y a eu historiquement les Jumblat et les Arslan, mais de la guerre de la montagne en 83, c'est le leadership de Jumblat qui s'est imposé presque comme seul leadership représentant cette communauté-là. Et on peut rentrer dans les détails après, mais j'ai donné juste par rapport aux 3 grandes communautés des exemples de comment on est passé de plusieurs notables vers une monopolisation de la représentation. On peut ajouter à cela par rapport aux crises du système, le fait qu'il était conçu aussi pour une entente ou pour un partenariat, comme ça a été appelé, entre musulmans et chrétiens. On a aujourd'hui beaucoup plus chiites, sunnites, chrétiens, donc on est dans une autre configuration. On peut parler aussi du fait que le système économique libanais a connu des mutations et a évolué depuis. Et tout cela, si on regarde par exemple aujourd'hui le déclin du tourisme, le déclin de l'exportation, la dévaluation de la livre, le fait que la diaspora libanaise qui envoyait beaucoup d'argent a continué à le faire, mais aujourd'hui elle est elle-même confrontée à la crise des banques au Liban et certains ont perdu leur argent dans les banques. Puis il y a ce que je n'ai pas évoqué, toute la question des réfugiés au Liban, les réfugiés syriens, les réfugiés palestiniens et les travailleurs étrangers, notamment les femmes qui travaillent dans le pays de l'Éthiopie, du Sri Lanka, du Philippines, qui elles ont des situations encore plus graves et terribles dans la situation actuelle. Je crois que tu veux dire quelque chose? En fait, je voudrais juste revenir sur un point que je n'ai pas vraiment développé. C'est qu'est-ce que finalement, Ziad, par exemple, a parlé de crise existentielle en fait, du régime politique libanais. Je dirais que dans le cas de l'Irak, c'est plus une crise de croissance qu'une crise véritablement existentielle, puisque nous sommes depuis 2003, ce qui s'est produit depuis 2003, c'est finalement la consécration progressive d'un pouvoir chiite, d'un État chiite en Irak. Donc, les 2 autres composantes de l'entité irakienne acceptent leur statut, je dirais, de subordination par rapport à cet État chiite, à ce pouvoir dominé par la majorité démographique chiite. Les sunnites, évidemment, je ne reviendrai pas sur le coût de l'émergence de Daesh et du soutien, je dirais, du compagnonnage d'une partie de la population sunnite qui a applaudi l'entrée de Daesh dans ces régions. Aujourd'hui, les sunnites en payent le prix et ils continueront à en payer le prix à la moindre revendication. Ils seront accusés de sympathie pro-Daesh. Quant aux Kurdes, Bagdad les tient sous son joug. L'entité fédérée kurde ne peut pas survivre sans toucher sa part du budget de l'État fédéral. Si Bagdad lui coupe les financements, l'entité kurde, qui est géographiquement enclavée, sera condamnée à l'asphyxie économique. Donc, la crise de croissance pour moi de ce pouvoir à majorité chiite ou de ce pouvoir dominé par les chiites, c'est finalement il ne faut pas écraser en fait le conflit sous les prismes habituels du confessionnalisme. Aujourd'hui, il s'agit d'un conflit intra-chiite. Et quels sont les enjeux au-delà des quotes-parts et du dépeçage, je dirais, de l'État irakien et des prébendes? Le conflit, pour moi, porte sur la nature de cet État chiite. Il y a tous ceux qui sont arrivés avec les Américains, qui constituent un peu les élites rentrées d'exil et qui sont des élites qui ont été formées, qui sont entrées en politique dans les grandes formations islamistes chiites qui ont vu le jour dans les années 70 et qui sont marqués encore par l'ancien régime, par la lutte, par l'opposition au régime de Saddam Hussein. On parle par exemple de Hizb al-Da'wa al-Islamiyya qui a été le parti qui a monopolisé plus ou moins le pouvoir depuis que les Américains ont transféré la souveraineté, entre guillemets, aux Irakiens. Ce parti, Dawa a donné à l'Irak tous ses premiers ministres jusqu'à, je dirais, Mustafa al-Kazemi. Mais tous ceux qui l'ont précédé, tous les premiers ministres qui l'ont précédé étaient issus de Hizb al-Da'wa. C'est un parti d'élite, c'est un parti de cadre, ce n'est pas un parti de militants. Je dirais qu'il représente un certain chiisme pragmatique.
pour moi, l'équivalent, si je peux tenter une comparaison, mais là je parle sous l'autorité, sous le contrôle de Ziad, ce serait un peu Hezb Amal au Liban. C'est-à-dire c'est l'émanation d'une petite bourgeoisie plutôt urbaine, chiite, qui est pragmatique, qui n'est pas dans une hostilité idéologique à l'Occident, ni et en particulier aux États-Unis, qui est pour un certain libéralisme d'abord économique et, disons, pour un libéralisme politique, mais qu'elle n'adopte pas de gaieté de cœur, mais qu'elle voit comme une nécessité pour éviter la rupture. De l'autre côté, nous avons tout un pan du chiisme qui, lui, représente un autre modèle, un modèle qui s'inspire du modèle théologico-milicien iranien. C'est un modèle dans lequel il y a une constante mobilisation idéologique des masses. Alors la défense de Taïfa, de la confession chiite, l'axe de la résistance, on retrouve un peu la même phraséologie que celle développée par Hezbollah au Liban. C'est un schisme des masses, c'est un schisme c'est un schisme de Karbala, c'est un schisme militant, c'est un schisme qui représente et qui parle, je dirais, à beaucoup de gens en Irak, qui parlent à ces masses de déshérités, à toutes ces catégories de la population qui ne trouvent pas leur place aujourd'hui dans l'arène politique. Et ces Irakiens-là, issus des bidonvilles, issus de la périphérie, de la ceinture de pauvreté de Bagdad et de la grande ville du sud qu'est Basra et d'autres provinces dans le sud, ces gens-là trouvent dans le pouvoir milicien un modèle, une culture, une économie qui leur permettent de s'insérer dans la société et de trouver de quoi vivre. Et c'est là, c'est un conflit qui est extrêmement important, que les élites chiites, depuis 2003, ne sont pas parvenues à résoudre. Donc là, c'est un degré de plus de complexité. Alors après, on peut faire le tri dans le monde milicien. Il y a c'est un spectre dans lequel on trouve ceux qui sont disposés à dialoguer avec les États-Unis ou avec les puissances sunnites du Golfe. Note par exemple Muqtada Sadr, qui serait disposé, moyennant certaines concessions et certains avantages, à dialoguer avec ce monde-là. Et puis, il y a ceux qui sont totalement hostiles aux puissances du Golfe, aux puissances sunnites du Golfe et hostiles aux États-Unis, du moins tant que le conflit américano-iranien n'a pas été réglé ou n'a pas trouvé de modus operandi. Et là, je dirais que l'Irak aujourd'hui est en attente. Comme l'a souligné Ziad pour le Liban, il est en attente. Les Iraniens n'ont pas intérêt à ce que ce système-là s'effondre. C'est aussi une puissance conservatrice du statu quo, au même titre que le sont les Américains. Et il faut comprendre ça. Le condominium américano-iranien, même si les États-Unis ont beaucoup perdu de leur influence sur l'Irak, c'est un condominium qui veut préserver le système, qui veut maintenir le statu quo, mais je dirais le réajuster, le remodeler marginalement, mais ils ne veulent pas de rupture, ils ne veulent pas que le pays plonge dans une guerre civile, ils ne veulent pas de guerre intra-chiite, ils veulent la continuité. L'Iran est disposé je dirais, à certaines concessions sur la scène irakienne, mais cela dépendra de l'administration Biden et des négociations entre les deux pays. Là encore, l'Irak ne sera qu'une simple arène, un terrain de jeu dans lequel les deux parties, les États-Unis et les Iraniens, vont tester un peu leur levier d'action, leur puissance respective. Et je dirais que le système restera, pour moi, à mon sens, j'espère me tromper, mais restera verrouillé, ne bougera pas. Le gouvernement, quiconque occupera le pouvoir à Bagdad, n'aura pas de marge d'action. C'est un système qui n'a aucune capacité d'action. Et en plus, à cause de la chute des prix du pétrole, il a perdu le seul levier qui lui restait, qui était le levier financier, c'est-à-dire gonfler la taille de la fonction publique pour coopter le plus de monde. Dans la perspective des élections anticipées, l'argent continuera à faire la loi dans l'arène. Ceux qui ont le plus de moyens financiers vont coopter, vont distribuer de l'argent et vont obtenir des voix. Et je doute fort que les partis politiques issus de la société civile de ce Hirak du mois d'octobre puissent en fait changer la donne. Et même ceux qui parviendront à remporter un siège au Parlement, ils finiront par vendre leur voix, leur siège, au plus offrant, c'est-à-dire à ce monde politico-milicien qui verrouille l'arène politique en Irak.
Merci. Je crois qu'il y a eu de nouvelles questions, n'est-ce pas, Rabia? Oui, je vais essayer en fait de rassembler. Par exemple, je prends les questions concernant le Liban. Pour Ziad, quels seront les effets des sanctions américaines contre Bassil et d'autres personnes au Liban? Une autre question, en fait, suite qui parle de la division de la communauté chrétienne entre des pro-Assad, enfin pro-syriens et nationalistes. Quel est en fait ton point de vue sur ces deux points? Après, j'ai deux questions pour Ziad et Loa, mais je le fais en deuxième temps. OK. Alors, pour les sanctions américaines, il y a eu des sanctions contre certaines banques il y a quelque temps, et il y a eu des sanctions récemment contre certains politiques et hommes d'affaires. Non, politiques, en fait, politiques, hommes d'affaires, ils font parfois les deux. Donc, ça peut évidemment, ça peut les affecter directement. Leurs voyages sont compromis, leurs comptes bancaires sont sous contrôle. Mais c'est beaucoup plus symbolique pour le moment au moins que par rapport à tout ce système-là, système libanais qui n'est pas pour le moment lui-même inquiété par les sanctions. Les sanctions visaient avant Hezbollah et visaient certaines banques accusées de blanchiment d'argent, mais pour le moment, ça reste restreint. Et il y a eu pas mal d'efforts aussi pour que les choses ne deviennent pas plus difficiles pour tout le secteur bancaire si ces sanctions s'accumulent. Mais par rapport à des cas d'individus, je pense que beaucoup de Libanais avaient célébré les sanctions contre Bassil, mais je ne sais pas si ça va vraiment au-delà de l'acte symbolique, politiquement parlant, que cela représente. Peut-être ça va nuire à ses chances s'il pense se présenter aux élections après son oncle, mais après son beau-père, mais on verra bien. La deuxième question, je n'ai pas compris tout à fait. Ah, les divisions entre les forces chrétiennes. Alors, il y a deux camps, disons, deux camps qui sont les plus près aujourd'hui. Il y a le camp d'Oron, président de la République, géré par son gendre. Et puis, il y a le camp des forces libanaises. Il y a aussi d'autres formations, comme le parti Kataeb. Il y a les indépendants. Et il y a au niveau de la nouvelle génération, et je pense que c'est là où la donne change un peu, il y a au niveau de la nouvelle génération des personnes qui sont dans une logique dépassant le confessionnalisme, qui sont dans une aspiration politique progressiste. On a vu par exemple à l'université Saint-Joseph, une des deux plus grandes universités privées du pays, des élections qui ont permis au club laïque, qui se définit un club de gauche, laïque, progressiste, de remporter les élections face aux forces politiques, qu'elles soient pro ou anti-Michel Aoun dans la scène chrétienne, force libanaise et autres. Donc ça commence à changer, mais encore une fois, c'est pour ça que la classe politique libanaise a intérêt à étouffer la révolte populaire, a intérêt à tourner cette page le plus rapidement possible, en déployant la force parfois, en profitant de la crise économique, en profitant de la détresse, des conséquences et des implications de l'explosion du port de Beyrouth. J'ouvre là une parenthèse pour dire que l'enquête, par exemple, par rapport à cette explosion-là, Michel Aoun avait promis que les résultats allaient être publiés une semaine après le début de l'enquête. Cela fait plus de 5 mois maintenant, ou à peu près 5 mois. Rien au Liban n'a été annoncé, à part quelques arrestations et quelques accusations, bien qu'on sait qu'il y a eu un travail fait par un journaliste dans une chaîne de télé qui a été repris par la presse internationale. Il y a eu même eu des implications en Angleterre montrant que des hommes d'affaires syriens, notamment Georges Haswani et les frères Khouri, qui sont très proches de Bachar al-Assad, qui étaient impliqués dans l'importation du nitrate d'ammonium. Après les interprétations, est-ce que cela était destiné aux barils explosifs que le régime utilise? Est-ce qu'il y avait une autre explication pour leur implication? Rien n'est clair pour le moment. Ce qui est clair
Par contre, c'est la terrible gestion de la part des Libanais, c'est la corruption, c'est l'irresponsabilité, c'est le fait que des centaines de tonnes, peut-être des milliers, sont restées au sein du port de Beyrouth à quelques centaines de mètres des quartiers résidentiels. Donc ça montre un peu, ça incarne la mentalité et l'état des lieux de la classe politique et de sa gestion de l'État et de la société dans le pays. Merci Ziad. Une question de la part de Hala. L'échec des soulèvements populaires a changé la donne. Ah, attendez. D'accord, une question arrive. L'échec des soulèvements populaires a changé la donne en Irak comme au Liban face au régime voyer. Est-il sans appel? Ça, je pense, ça peut concerner Ziad et Lola en même temps. Et notre question pour Lola, quel est le poids de la situation syrienne dans la révolte irakienne et si cela intervient, dans quel sens? Sur la première question, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce bilan un peu sombre du soulèvement aussi bien en Irak qu'au Liban? Bon, il faut pas désespérer. Il faut pas désespérer. Je pense que on ne le répétera jamais assez. Je pense que clairement nous sommes dans une temporalité de soulèvement, de révolte, de changement, et ça ne produit. Il ne faut pas se précipiter en fait il faut pas se précipiter dans des jugements hâtifs quant au bilan de ces soulèvements. Je pense qu'il faut plus parler de soulèvement. Je pense que la temporalité ouverte par les printemps arabes de 2011 n'est pas terminée. Nous sommes dans je dirais quelque chose de séquentiel. Je rappelle qu'en Irak, il y a eu une tentative de printemps arabe en 2011 qui là encore avait été réprimée de façon sanglante, mais de toute façon, elle n'avait pas eu l'ampleur qu'a eu le soulèvement aujourd'hui. Je pense qu'il y a un crescendo au fur et à mesure que les populations désespèrent de voir le pays se remettre sur les rails, de voir l'électricité, l'eau refonctionner dans un pays dont les infrastructures publiques sont dans un état lamentable. Et c'est d'autant plus choquant que l'Irak est une puissance pétrolière. L'Irak produit plus de 3,5 millions de barils par jour. Quand on voit les conditions de vie dans le sud de l'Irak, qui est dans la province de Bassora, qui est la principale région pétrolière du pays, c'est absolument scandaleux. Il y a 2-3 ans, il y a eu un empoisonnement massif de la population de Basra. Plus de 50 000 personnes se sont retrouvées empoisonnées à cause de l'eau. L'eau n'est pas potable. L'électricité, chaque été, les problèmes d'électricité reviennent à la surface parce que quand il fait 50 degrés, les coupures d'électricité sont problématiques. Donc, je pense que nous sommes clairement dans une temporalité révolutionnaire, en tout cas, ou de soulèvement. L'Irak, en plus, est historiquement le champion des soulèvements. On ne sait plus comment les appeler depuis la création de l'État irakien moderne. Thawra, Intifada. Je pense que là encore, si on se place sur la longue durée, je dirais le problème fondamental est que nous n'avons pas de rapport de force stabilisé au sein de la société irakienne, au sein de ses différentes composantes. Et aujourd'hui, le problème n'est pas lié à la domination sunnite sur une majorité chiite, ni à la domination des Arabes sur la minorité ethnique kurde. Le problème aujourd'hui est véritablement intra-chiite et il ne faut pas écraser la diversité et le pluralisme qui prévaut au sein de la population chiite. C'est pas parce qu'on est chiite qu'on est inféodé à l'Iran, nécessairement inféodé à l'Iran ou vendu aux Saoudiens ou aux Américains. Le chiisme revêt des différences de classe. Il y a véritablement, à mon sens, une lutte de classe en Irak. Il y a une lutte entre les régions qui composent l'entité irakienne, des régions chiites. Il y a quelques années, Bassora menaçait Bagdad de sécession, voulait réclamer, à l'instar des Kurdes, le statut d'entité fédérée. Donc il y a des tensions propres au monde chiite qui ne sont pas résolues. Et
dans la mesure où ces tensions propres au monde chiite et à sa traduction politique, je dirais, ne sont pas résolues, il y aura des soulèvements, il y aura des révoltes, elles seront réprimées ou pas, elles produiront des changements politiques ou pas. Ça sera probablement quelque chose de graduel. Pour le moment, vu le contexte régional et géopolitique, je ne vois pas de rupture du système. On le sait, l'exemple du Liban est très parlant, c'est-à-dire un système qui est en banqueroute financière totale, qui est incapable de gérer la moindre crise politique, qui est paralysé. On peut se passer même de gouvernement, puisque c'est le cas au Liban depuis la démission du gouvernement de Hassan Diab. Donc, ce sont des pays où finalement on peut survivre. La résilience, la fameuse résilience, c'est qu'on peut vivre. Le quotidien ne change pas, qu'il y ait un gouvernement ou qu'il n'y en ait pas. Mais tôt ou tard, le prix à payer par les élites politiques sera très douloureux, je pense. Voilà. Alors, sur la question Syrie-Irak, bon, il y a toujours les tensions le long de la frontière syro-irakienne. Il y a le problème je dirais, de la résurrection ou pas de Daesh, mais à mon sens, même s'il y a eu il y a quelques jours un attentat sanglant à Bagdad, je pense que Daesh n'a plus les capacités de contrôler des régions entières. Il peut de nouveau frapper au cœur de Bagdad, il peut envoyer des kamikazes si les kamikazes de Bagdad d'il y a quelques jours sont effectivement des kamikazes affiliés à Daesh ou pas. Est-ce qu'ils le sont véritablement? Je n'ai pas les moyens de le dire. En revanche, on sait qu'en Irak, la perspective d'un scrutin électoral finalement entraîne une flambée de violence que la classe politique irakienne se presse à imputer à Daesh, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais en tout cas, je pense que clairement, il n'y a pas de connexion, de même qu'on a essayé de voir une connexion entre le Hirak libanais et le Hirak irakien. Au-delà des slogans partagés par tout le monde, il n'y a pas de connexion véritable. Chaque pays est empêtré dans ses problématiques et dans ses propres rapports de force. Voilà. Mais je ne vois d'impact qu'au niveau éventuellement du passage de combattants entre les deux pays. Mais là encore, il ne faut pas exagérer leur nombre et ces tensions qui perdureront le long de la frontière irako-syrienne, parce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est une frontière non pas entre deux États, mais c'est une frontière à proprement parler, qui est régionalisée, qui est internationalisée, où on voit des acteurs, une multiplicité d'acteurs étatiques et non étatiques se disputer cette frontière. Alors évidemment, il y a les milices pro-iranienne, il y a les Américains, il y a le régime de Bachar, il y a le régime qui est à Bagdad. Donc c'est une imbrication. Il y a surtout au nord de cette frontière les forces kurdes, qu'elles soient PKK ou affiliées au PKK ou qu'elles soient affiliées au Kurdistan d'Irak et au parti de Barzani ou pas. Donc pour moi c'est la seule dimension en fait. C'est la seule connexion possible entre les deux pays. Et j'ajouterais juste, tout en étant d'accord avec tout ce qu'a dit Loloua par rapport à la temporalité aujourd'hui, toute la région est rentrée dans un processus de révolution, de contre-révolution, de rupture, de changement, d'échec, d'espoir depuis fin 2010. Et à mon avis, ça va se poursuivre pendant des années encore. Après 2010, 2011, 2012, 2013, on pensait que la contre-révolution l'avait emporté. Puis on a vu le Soudan, l'Irak, l'Algérie et le Liban se soulever en 2019. Aujourd'hui, il y a des échecs peut-être, il y a des frustrations, il y a la crise économique, il y a la violence, il y a la pandémie, mais rien ne dit qu'il ne va pas y avoir un nouvel élan dans quelques années, dans quelques mois, parce que la situation, que ce soit au niveau des classes politiques au pouvoir, que ce soit au niveau de l'injustice sociale et de la corruption, que ce soit au niveau de cette nouvelle génération qui a énormément d'énergie, d'idées, de volonté de changer les choses. Cela n'a pas changé, ne va pas changer rapidement. L'attente dans laquelle la région aujourd'hui se trouve
en ce qui concerne des négociations possibles entre Washington et Téhéran, entre les pays du Golfe et les Iraniens, tout cela fait qu'il y a un rapport de force qui s'impose, il y a un statu quo qui s'impose, mais je ne pense pas que c'est l'aboutissement de toute cette phase-là. Je suis certain qu'il va y avoir de nouveau des tentatives et des soulèvements. Et ce qui se passe, par exemple, à Tripoli, au Liban aujourd'hui, est un exemple de ce que peut devenir la situation aussi dans le futur. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les relations entre le PKK en Syrie et le Kurdistan irakien? C'est-à-dire, on sait qu'il y a une tension, on sait que on lit chaque jour des informations concernant ces tensions, mais on n'arrive pas, en tout cas, moi, je n'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons d'abord immédiates et les raisons lointaines de ces tensions. Alors, je ne suis pas une spécialiste des questions kurdes, mais grosso modo, entre le PKK et le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, qui est le parti du clan Barzani, là, il y a une relation extrêmement tendue. Alors, tantôt ils coopèrent, tantôt ils sont en conflit. Pour le moment, ils ont dans le passé, le PDK a dans le passé accueilli les combattants du PKK et leur a permis d'ouvrir quelques camps d'entraînement et disons, de rester, leur a accordé un statut de réfugié au Kurdistan irakien. Mais il ne faut pas oublier que l'entité kurde irakienne, notamment la partie qui est sous le contrôle de Barzani et du PDK, a besoin de la Turquie. Elle a besoin de la Turquie économiquement. Et donc, elle ne peut pas se permettre d'apparaître comme étant du côté du PKK. Mais je dirais que les raisons du conflit, alors il y a les raisons triviales et il y a les raisons de fond. Trivialement, il y a un conflit sur la gestion de la frontière, sur la gestion de la partie nord de la frontière, c'est-à-dire la région de Sinjar. Là, l'enjeu entre les deux camps, entre le camp irakien, kurde irakien et le PKK, est un enjeu économique et financier. Qui a légitimement le droit de taxer les marchandises qui entrent et qui sortent des deux côtés. Donc là, il y a un enjeu d'argent, un enjeu financier. Mais je dirais que la raison de fond est, là encore, comme dans le monde chiite, il y a un clivage de fond entre les deux versions d'entités politiques ou de modèles politiques que représentent le PKK et le PDK. Le PKK est dans un pan-kurdisme qui se fiche des frontières étatiques telles qu'elles existent depuis les découpages de l'époque mandataire. Il est dans un schéma révolutionnaire, dans un schéma radical, de refonte des modalités de gouvernance à l'échelle locale, en partant de l'échelle locale, c'est-à-dire une sorte de démocratie poussée à l'extrême avec des conseils locaux qui s'auto-administrent. De l'autre côté, nous avons le modèle du PDK, qui ne diffère absolument pas du schéma autoritaire arabe classique, je dirais de l'autoritarisme moyen-oriental. C'est-à-dire, nous avons un clan qui domine un parti politique, qui domine les rouages de l'État et qui ne partage rien avec ses opposants et qui n'est prêt à aucune concession. Ça, c'est le modèle du clan Barzani. Et ce modèle-là est un modèle sur les questions de l'identité kurde, est un modèle extrêmement pragmatique. Il peut s'accommoder des frontières étatiques héritées des puissants de l'époque mandataire. Ça ne l'empêche pas d'être dans une solidarité et dans une phraséologie de solidarité pan-kurde, mais dans la réalité des faits, il a un territoire, c'est le Kurdistan irakien. Il reste dans le cadre d'une entité fédérée dans l'Irak d'aujourd'hui, puisqu'il sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens de son autonomie, il n'a pas les moyens de se transformer en État. Barzani l'a tenté en 2017 à travers un référendum sur la question de savoir si oui ou non les Kurdes d'Irak voulaient devenir un État indépendant et se séparer de Bagdad. Le référendum, finalement, a tourné au fiasco. Le référendum a échoué. Et je dirais que personne
aucun des deux partis kurdes d'Irak, ceux de Soleimani et ceux d'Erbil, ne s'aventurera à risquer à reposer à sa population la question de la séparation ou non de Bagdad, pour des raisons purement économiques. D'un côté, Erbil est dans l'orbite de la Turquie économiquement, puisqu'elle partage une frontière avec la Turquie. De l'autre, l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan, du clan Talabani, elle a une frontière à gérer avec l'Iran. Donc, finalement, ils sont pris en étau et sont devenus, d'une certaine manière, un peu pragmatiques. Ils essayent au mieux de tirer leur épingle du jeu régional, de cette géopolitique qui leur est imposée par l'histoire. Voilà. De l'autre côté, le schéma du PKK qui, pour le moment, disons, a plus d'emprise sur le territoire syrien que sur le territoire irakien, à l'exception de la petite enclave qu'est la région de Sinjar en Irak, qui en plus n'est pas kurde. Ok, les Yazidis, c'est une région où se trouve la minorité yazidi. Alors, ils sont linguistiquement kurdes, ethniquement kurdes, mais une partie des Yazidis se revendiquent différemment et refusent d'être alignés sur les deux parties kurdes d'Irak. Donc là encore, on est dans la complexité des appartenances, dans surtout des identités qui changent au gré des rapports de force. C'est-à-dire que il y a 50 ans, les Yazidis se disaient non kurdes. À cause des campagnes d'arabisation menées par Saddam Hussein et du fait que le régime les a amalgamés aux Kurdes, ils ont rejoint la guérilla kurde contre Saddam Hussein et la kurdicité des Yazidis s'est affirmée. Avec l'entrée de Daesh dans leur région et l'abandon du PDK qui ne les a pas défendus lorsque Daesh est entré dans leur région, aujourd'hui, ils sont tentés par l'aventure PKK ou d'autres aventures. Mais en tout cas, voilà, nous sommes dans une région où les identités mêmes peuvent changer au gré des rapports de force. Voilà, à mon sens, de façon un peu schématique, un peu simplifiée, l'enjeu de l'affrontement entre Kurdes PKK et Kurdes PDK en Irak. Ok. Bien. Oui, donc il nous reste encore 8 minutes. Il y a plusieurs questions. Donc, Ziad, il y avait des questions en fait concernant les négociations israélo-libanaises pour les eaux maritimes. Quel serait le rôle du Liban pendant et après la signature du paix entre certains pays arabes et Israël? Donc, le Liban a joué un rôle dans le passé depuis 1920. Quel serait son rôle après ces négociations? Il y a aussi une question longue par rapport en fait à l'administration Biden. Est-ce que sous l'impulsion de Tony Blinken, on cherche à enclencher une dynamique pour également, pour un règlement global dans les crises de la région, dans le cadre d'un accord avec l'Iran, comme au début des années 90, conférence sur la Palestine, accord avec l'Iran, transition politique en Syrie, nouvelle constitution au Liban, en Irak, etc., etc. Donc, on finira par ces questions globales et un rappel sur la résilience de la classe politique dont Farou a parlé. Est-ce qu'il y a en face une résilience de la société civile? Comment on voit en fait ces trois points pour finir notre débat à l'heure? Alors, pour la résilience, certainement, la classe politique libanaise est résiliente. Depuis de longues années, elle est au pouvoir, elle détient les clés de ce pouvoir, elle distribue les richesses de l'État, elle distribuait, disons, les richesses de l'État. Le clientélisme a consolidé sa mainmise à la fois sur les communautés, la loi électorale lui était favorable, les formations du gouvernement et tout le système confessionnel finalement la préserve et elle le préserve. La société, de son côté, elle a été résiliente tout au long de son histoire. Et quand Loulou a parlé de la capacité de cette société de continuer, même quand il n'y a pas de gouvernement, et ça a été le cas à plusieurs reprises dans l'histoire du pays, n'en parlons pas de la résilience durant la guerre civile du Liban, cela a probablement préservé cette société.
mais je sens aujourd'hui une fatigue et voire un rejet d'utiliser le terme résilience de la part de beaucoup de personnes, de jeunes, d'intellectuels, de personnes engagées dans le pays, parce que cette résilience-là a été aussi, je ne veux pas dire un défaut, mais parce que les gens ont su gérer leur propre affaire sans aller vers un changement radical de l'État, sans se révolter contre le système et contre la classe politique. Donc, bien sûr, cette résilience existe. J'ai été quelques semaines après l'explosion du port et je voyais déjà les gens tout réparer à Jemmaïs et à Marm Khayed, ceux qui ont réussi à le faire, parce que beaucoup, même quand ils ont les moyens, ne peuvent pas le faire, leur argent est dans les banques. Mais évidemment, le fait que les gens continuent, résistent et poursuivent à vivre dans le pays, c'est en soi une résilience, mais cela n'est plus suffisant. Je pense que la révolte libanaise ou le soulèvement populaire libanais faisait partie aussi de cette volonté de dépasser la résilience pour aller vers un changement et pour défier les autorités elles-mêmes. Je ne m'aventurerai pas sur l'administration Biden et le ministre des Affaires étrangères. Il y a aussi la nomination de Robert Malley par rapport à l'Iran. Certains voient en cela un message positif envers les Iraniens. Lui-même, le ministre des Affaires étrangères de l'administration Obama, était pour des sanctions militaires contre le régime syrien après le massacre chimique. Donc, il y a des personnes qui ont travaillé avant, qui connaissent plus ou moins les dossiers, qui ont leurs approches parfois différentes. Mais je pense que depuis, la situation de la région a évolué. L'Iran n'est plus le même aujourd'hui qu'il l'était en 2014 ou en 2015 lors des premières négociations régionales. Les crises économiques, les sanctions ont affaibli Téhéran. Sa présence en Irak est de temps en temps challengée par les Irakiens. Hezbollah au Liban est dans un pays en faillite. Il tient toujours. Certains évoquent, on aurait pu parler peut-être de ça, mais une autre fois, évoquent l'Irak comme une scène alternative pour Hezbollah, y compris d'une manière financière. Donc, la situation dans la région a changé. La Russie s'est imposée en Syrie et les Américains doivent faire face à tout cela. En plus, il y a la situation dans le Golfe, il y a la guerre au Yémen, et il y a plusieurs dossiers explosifs. Et je pense que ça va prendre un peu de temps. Et de toute façon, probablement les priorités américaines vont rester focalisées sur l'économie, sur la pandémie, sur l'après-Trump, sur les dégâts politiques qu'ont causé le populisme, l'ignorance et les pratiques de Trump au pouvoir. Donc, ça va prendre pas mal de temps pour que les choses s'élaborent dans la région. Quant aux négociations entre les Libanais et les Israéliens par rapport maritime, par rapport aux frontières maritimes, c'est évidemment en relation avec le gaz. C'est plutôt le mouvement Amal et le Hezbollah qui ont essayé à travers cela de calmer le jeu. Là, on peut parler aussi d'une volonté de Amal dans le pragmatisme d'envoyer des messages positifs aux Américains qui voulaient jouer la médiation dans ces négociations-là. Et puisque c'est au sud Liban, donc les représentants de la communauté chiite veulent se montrer maîtres du jeu. Pour le moment, les choses progressent très lentement, donc on est loin encore de conclure un accord. Il y a encore pas mal de difficultés. Quant aux relations, les normalisations entre certains pays arabes et Israël, il n'y a aucun rôle et il n'y a aucun impact, à mon avis, sur le Liban aujourd'hui. Ces pays-là ont leurs propres calculs, ils veulent faire accepter aussi certaines de leurs pratiques et ils veulent consolider leur rôle régional. Je parle des Émirats. Le Bahreïn veut même avoir une légitimité quant à la gestion de sa scène interne en normalisant avec Israël. La normalisation avec Israël est devenue un peu aujourd'hui, pour certains régimes qui se précipitent vers Tel Aviv, comme ce que les Moumanara faisaient avant, c'est-à-dire justifier leurs pratiques, soit en utilisant la cause palestinienne pour occulter l'intérieur et pour l'écraser,
soit normalisé avec Israël pour continuer à écraser l'intérieur ou pour jouer un rôle régional ou pour gagner une reconnaissance américaine d'une légitimité sur un territoire disputé, tel le cas du Sahara occidental du Maroc, par exemple. Donc, encore une fois, il faut attendre un peu plus pour pouvoir analyser ou voir quelles sont les implications de tous ces accords-là. Mais sur le Liban, il n'y a pas un impact direct. Si, je crois qu'il est 18h30. On a terminé exactement à l'heure. Merci de votre présence tous. Merci beaucoup, Lolo. Merci, Ziad. Merci à vous. Et nous nous retrouverons, j'espère, à la fin du mois de février. Voilà, pour une nouvelle rencontre Zoom encore, en attendant de revenir un jour à notre chère salle de la rue de Malte. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Merci Fabio. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. Lola. يلا إلى اللقاء يا أصدقاء. باي باي.